Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Prépa Bac. On continue sur les sujets de l'énergie et aujourd'hui je vais aborder avec toi dans cet épisode de Prépa Bac pour te préparer au bac d'économie, de SES, à l'oral et à l'écrit, et bien de l'eau. L'eau, c'est un bien qui est sous tension. L'eau, c'est un bien commun qui connaît des tensions aujourd'hui entre enjeux économiques, sociaux et écologiques. Allez, alors on va aborder ce sujet, premièrement en te disant, quand tu ouvres ton robinet, l'eau, elle coule. T'y penses même pas, c'est évident, normal, complètement banal et habituel. Pourtant, cette simple action d'ouvrir le robinet est l'une des plus complexes, les plus vitales, les plus politiques de notre quotidien. Car l'eau, c'est pas un simple liquide, c'est une ressource qui est extrêmement rare, convoitée et surtout inégalement répartie au sein de la population. Elle est de plus en plus précieuse et surtout de plus en plus fragile. L'eau, notamment l'eau potable, mais aussi celle qu'on utilise pour arroser, irriguer, produire, nettoyer, est aujourd'hui au cœur d'une tension croissante en France comme ailleurs dans le monde entier. Et cette tension révèle bien plus que des sécheresses ou des restrictions temporaires d'eau. Elle nous oblige à repenser nos modèles économiques, notre rapport à la nature et notre conception du bien commun au travers d'une ressource naturelle rare qui est l'eau potable. Et c'est là que la SES entre en jeu. Car oui, l'eau est un bien économique. Elle a une valeur, elle a un coût et parfois un prix. Elle est aussi un bien social lié à des besoins fondamentaux, notamment pour l'homme. Elle est un bien politique au cœur des conflits d'usage, d'arbitrage, de décisions collectives, notamment dans l'agriculture. Prenons un exemple concret. Chaque été, depuis quelques années, certaines communes françaises imposent des restrictions d'eau à leurs ressortissants. Interdiction d'arroser les jardins, de remplir leurs piscines, ou même de laver les voitures tout simplement. Ces gestes du quotidien qui deviennent illégaux du jour au lendemain, parce que la ressource vient à manquer, les nappes phréatiques sont basses, les réserves sont insuffisantes, et on comprend alors que l'eau, qu'on croyait abondante et toujours au bout du robinet, éternelle, disponible à volonté, en fait elle ne l'est pas forcément, pas tout le temps, voire pas du tout. Alors pourquoi cette pénurie? Les raisons sont multiples. D'abord, il y a le changement climatique. Des hivers plus secs, des printemps un peu plus précoces, des étés plus longs, voire plus chauds. Cela signifie moins de rechargement pour les nappes phréatiques, plus d'évaporation des sols et donc moins d'eau disponible en période de sécheresse notamment. Ensuite, les usages sont croissants en termes d'usage de l'eau. L'agriculture intensive, le tourisme, le développement urbain et industriel. L'eau, elle est prélevée, elle est consommée, elle est souvent gaspillée dans des volumes massifs. Et comme tous les biens soumis à une demande croissante et à une offre limitée, elle devient un objet de rareté sur le marché. En SES, on dirait que l'eau devient un bien rival et parfois excluable. Or, dans la théorie économique classique, les biens publics sont, par définition, non rivaux et non exclusifs. Mais l'eau n'est plus vraiment un bien public au sens strict. C'est un bien qui est commun, un bien partagé dont la gestion collective est essentielle. Car si chacun prend ce dont il a besoin, sans coordination, sans régulation de la ressource va venir à s'épuiser complètement sur le marché. C'est le fameux paradoxe de la tragédie des communs, développé par Garrett Hardin. Et c'est exactement ce que l'on observe dans certaines régions françaises. Des agriculteurs qui pompent l'eau des rivières pour irriguer en pleine canicule, pendant que les habitants n'ont plus le droit d'arroser leurs plantes, les plantes de leur balcon ou nettoyer leur voiture. Ces conflits d'usage sont révélateurs de tensions sociales et économiques autour d'une ressource naturelle rare. Qui a le droit à l'eau, pour quel usage et qui décide de cet usage-là? L'État, les collectivités locales, les entreprises privées, les agences de l'eau. Dans certains territoires, la question de la répartition de l'eau devient complètement explosive dans notre société. On a vu naître des oppositions violentes autour des méga-bassines, par exemple, ces dernières années. Ces réservoirs d'eau construits pour permettre une irrigation intensive, même en période sèche. Pour leurs promoteurs, ces bassines sont une solution pragmatique pour assurer la sécurité alimentaire et soutenir l'activité agricole, par exemple. Pour leurs opposants, c'est une privatisation déguisée d'un bien commun qui est l'eau, une fuite en avant productiviste pour une agriculture qui de toute façon ne permet pas de subvenir aux besoins des populations locales et complètement incompatible avec la transition écologique. Ces débats révèlent une autre notion en SES, les externalités. Quand une activité économique
a des conséquences sur les tierces personnes, sans compensation, on parle d'externalité. L'irrigation massive, par exemple, peut assécher une rivière, tuer la biodiversité, priver une population d'eau potable pendant un certain moment. Ce sont des externalités négatives assez fortes sur le marché. Elles sont plus fortes, par exemple, que celles qu'on a abordées dans le sujet de l'électricité. Et comme le marché ne les prend pas en compte naturellement, il faut une intervention publique assez forte. Des régulations, des quotas, des taxes et des normes. Mais là encore, cela suppose des arbitrages, des choix, et parfois des choix douloureux. Et pour l'instant, il n'y en a pas énormément sur l'eau, comparé à l'électricité par exemple. Car l'eau n'est pas seulement une question d'environnement, c'est aussi une question d'inégalité au sein de la population. Certaines régions sont exposées plus que d'autres. Certains métiers comme les agriculteurs sont beaucoup plus vulnérables à la ressource en eau que d'autres. Certains ménages ont plus de mal à faire face aux hausses de prix et aux coupures d'électricité. Cela nous rappelle que la question de la justice sociale est indissociable avec la transition écologique. Comment faire en sorte que chacun ait accès à une eau de qualité, en quantité suffisante, sans aggraver les inégalités? En France, le droit à l'eau est reconnu. Mais dans les faits, les inégalités existent et sont même très fortes. Certains logements anciens ont des canalisations défectueuses, voire même des villages entiers ont des canalisations défectueuses, des fuites importantes, ou une qualité d'eau qui est complètement impropre à la consommation. Certaines communes n'ont pas les moyens de moderniser leur réseau, et les fuites, justement, représentent une part énorme des pertes. Environ 20% de l'eau potable distribuée en France est perdue avant même d'arriver au robinet des habitants. C'est un enjeu d'investissement, d'infrastructure et de choix politiques. Et puis il y a le prix de l'eau. L'eau, elle est facturée en fonction de ta consommation, mais aussi celle de la commune, et ce prix varie fortement. Cela peut paraître injuste. Pourtant, il reflète des réalités locales. Le coût de captage de l'eau, le coût de traitement, le coût de la distribution de cette eau. Certains plaident pour une tarification progressive, l'eau vitale à bas prix et l'eau de confort plus chère. D'autres défendent la gratuité des premiers mètres cubes d'eau pour garantir une dignité de base à chaque humain. Là encore, on retrouve des débats classiques sur la redistribution et l'allocation d'une ressource naturelle, et les politiques publiques et surtout de la solidarité dans nos sociétés. Mais la question de l'eau, ce n'est pas que chez nous, elle est complètement mondiale, elle est géopolitique, parce que l'eau, elle n'a pas de frontières. L'accès à l'eau est un facteur de tension entre pays. Certains fleuves traversent plusieurs États et leur gestion est source de conflits. La Turquie, par exemple, contrôle une grande partie de l'eau qui alimente l'Irak et la Syrie. L'Égypte dépend du Nil, dont les sources sont en Éthiopie. Et plus la ressource se raréfie, plus elle devient stratégique. Pour les jeunes générations, cette réalité, elle est essentielle. Car dans 20 ou 30 ans, c'est vous qui serez confrontés à ces choix. Comment produire de l'alimentation sans gaspiller une grande quantité d'eau? Comment concevoir des villes plus économes en eau, plus résilientes? Comment garantir l'accès universel à une ressource qui est vitale, sans tomber dans la marchandisation à outrance d'une ressource naturelle? Ce sont des questions d'économie, de justice et surtout de politique. Ce sont des questions que la SES vous aide à poser, comprendre et discuter naturellement. Et au fond, l'eau, elle est un miroir de notre société. Elle révèle nos contradictions. On veut du confort, mais on refuse les restrictions. On veut des fruits et des légumes toute l'année, mais on ne veut pas d'irrigation intensive. On veut des loisirs aquatiques, mais on s'inquiète du niveau des rivières qui baisse. Ces contradictions ne sont pas forcément des fautes, mais elles doivent être interrogées et réintégrées dans nos discussions et dans le débat commun. Alors la prochaine fois que tu boiras un verre d'eau fraîche, que tu verras une rivière à sec, ou que tu entendras parler de restrictions d'eau, pense à tout ce qui est derrière, les inégalités, les arbitrages, des conflits d'intérêts, mais aussi des opportunités pour inventer un modèle plus durable. Et n'oublie jamais, l'eau, elle est peut-être transparente, mais ses enjeux, eux, sont d'une clarté brûlante. Allez, à bientôt pour un prochain épisode de Prépa Bac. D'ici là, je t'invite à réviser ton programme de SES pour essayer d'avoir la meilleure note possible pour le bac de fin d'année. Allez, à bientôt.